Un couple parti en vacances ne donne plus signe de vie. Les adultes, ça ne disparaît pas comme ça laisse des traces. Et là, il n'y en avait aucune. Des indices laissent penser qu'il a pu être assassiné. Ce type de balle est spécialement conçu pour être utilisé contre des êtres humains. Le dernier endroit où il a été vu vivant est l'une des boîtes de nuit les plus fréquentées de la ville. C'était au Secrets, la dernière nuit où ils ont été vus vivants. Dans ce coin d'Amérique, beaucoup de secrets sont bien gardés. La disparition du couple en fait-elle partie? Une fillette est témoin du meurtre de sa maman. Mais en état de choc, elle est incapable d'identifier le tueur. On n'avait rien. C'était le trou noir. En l'absence de preuves, l'enquête est au point mort. Après l'enterrement de Cathy, je n'arrêtais pas de me demander qui avait bien pu faire ça. Puis, la police scientifique décide de faire une reconstitution du meurtre. En résumé, on était tout simplement en train de s'étrangler mutuellement. Et découvre des indices cachés depuis 15 ans. Pour résoudre ce genre d'affaires, on a besoin de la science et d'un peu de chance. Ici, on a eu beaucoup de chance. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Myra Hindley et Ian Brady, Rosemary et Frederick West, Gérard Calego et Charlene Williams. Ces noms, je suppose, ne vous disent rien. Maintenant, si je vous dis Bonnie Parker et Clyde Barrow, plus connus sous leur simple prénom de Bonnie and Clyde, une image vous revient certainement en mémoire, celle d'un couple de braqueurs de banque qui sema la terreur aux États-Unis dans les années 1930. En fait, un point commun relie ces 4 couples. Ils ont tous défrayé la chronique pour leurs actions violentes ou les meurtres monstrueux qu'ils ont commis. L'affaire dont il est question maintenant ajoute une pierre sanglante à l'histoire des couples meurtriers, car lorsqu'un prédateur rencontre son alter ego, sa force de destruction s'en trouve décuplée. Josh Ford et Ginny Crutchley se sont rencontrés lors d'une petite fête entre collègues de travail. Tous les deux ont déjà été mariés et malgré une certaine différence d'âge, ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Josh avait 32 ans et Ginny 51. À son âge, c'était normal qu'elle n'hésite pas une seule seconde. Avec Joshua Ford, Jenny Crutchley avait trouvé un homme jeune, plein d'entrain, drôle, et qui avait aussi envie de découvrir de nouvelles choses. Josh est un courtier immobilier au sommet de sa carrière. Ginny est comptable dans une compagnie d'assurance. Après être sortis ensemble durant 2 ans, ils décident de s'installer dans une maison à Fairfax, en Virginie. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ils avaient la même personnalité. Et quand ce genre de choses arrive, je ne pense pas que l'âge soit un obstacle. Ils sont tombés amoureux. Le couple loue un appartement pour le week-end prolongé du Memorial Day à Ocean City, dans le Maryland, une destination très prisée du littoral atlantique. Mais ni Josh ni Ginny ne retournent au travail à l'issue de ce week-end. Ils étaient très consciencieux. Ils n'étaient jamais absents, ils étaient toujours ponctuels. Les collègues de Ginny ont tout de suite été inquiets de ne pas la voir arriver et ont rapidement appelé la police. La police se rend à leur location et retrouve la voiture de Ginny dans le parking de la résidence. Les enquêteurs ont vite compris que le véhicule était là depuis un moment. À Ocean City, le vent dépose du sable partout et il s'accumule rapidement. À l'intérieur de l'appartement, rien ne semble suspect. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni aucun signe d'effraction, pas de vitres brisées. Tout était relativement bien rangé. Les clés de voiture de Ginny sont toujours dans l'appartement, tout comme leurs affaires, leur appareil photo et leur ordinateur. On a trouvé le ticket de caisse d'une épicerie. Il datait de 5 jours. Le policier a eu l'idée de regarder dans le réfrigérateur et il a constaté qu'aucun des produits achetés n'avait été entamé. C'est comme si le couple était parti en promenade et n'était jamais revenu. Ils ont peut-être eu envie de sortir et d'aller boire un verre, par exemple. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Les voisins n'ont rien vu ni entendu d'étrange durant le week-end. Ce type de location est parfait pour préserver son intimité. Il y a des entrées indépendantes, c'est plus intime.
Le relevé de leur carte bancaire montre que Ginny et Josh ont pris un verre le samedi soir dans un bar des environs, le Green Turtle. La police interroge la serveuse du bar, qui affirme que le couple était seul. Elle se souvenait de Ginny et Josh et n'avait rien remarqué de particulier, simplement que lui était fan des Celtics et qu'il était captivé par le match. Les enquêteurs apprennent aussi que Ginny et Josh ont ensuite pris un bus pour aller dans un club des environs. Un des endroits les plus branchés à Ocean City, où tout le monde veut aller, c'est le Secrets. Et c'est là qu'ils sont allés. Le chauffeur du bus reconnaît Ginny et Josh lors d'une séance d'identification photo. Il se souvient qu'il parlait avec un autre couple, un homme et une femme de type caucasien qui devaient avoir dans les 30 ans. À leur descente du bus, ils ont tous les quatre fait la queue pendant 1h30 pour entrer. D'après les témoins, les deux couples ont bu quelques verres et sont repartis ensemble. Mais ensuite, plus aucune trace de Ginny et Josh. Aucune activité, ni sur leur téléphone, ni sur leur carte bancaire. C'est comme s'ils avaient complètement disparu de la surface de la Terre. Moins d'une semaine après la disparition de Josh Ford et de Ginny Crutchley, la police est appelée dans un restaurant d'Ocean City. Une alarme silencieuse s'est déclenchée après minuit, indiquant à la police qu'un braquage était en cours. Quand l'officier est arrivé, il a vu une Jeep garée devant la porte et deux personnes sortir les bras chargés de marchandises volées. Les voleurs, un homme et une femme, sont arrêtés sur les lieux. Ils étaient tellement défoncés qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. L'homme a dit à l'un des policiers: « Si on rend tout, ça va, c'est cool ». Benjamin et Erika Seyfried n'ont rien du gentil couple marié, mais ils n'ont pas le profil de criminels non plus. Erika Seyfried est issue d'une famille relativement aisée. C'était une excellente étudiante et une excellente joueuse de basket. Statistiquement, ses tirs à 3 points étaient dans le top 5 du pays quand elle était en première et deuxième année. Benjamin Seyfried, ou BJ comme on avait coutume de l'appeler, est un ancien membre des forces spéciales de la marine, sorti major de sa promo. C'était un expert en armes, il faisait partie de l'élite. Certains de ses anciens frères d'armes m'ont dit que c'était le genre de type qui sortait tout le temps et qu'il buvait toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin, mais qu'après il rentrait à la base pour dormir 1 heure ou 2 avant de faire un parcours de 20 km où il battait tout le monde parce qu'il en voulait et que c'était son truc. Josh et Ginny n'ont pas de casier judiciaire. Pourtant, dans leur véhicule, la police fait des découvertes surprenantes. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Elle avait une arme à la ceinture, un 357 Magnum à 5 coups. Et lui aussi avait un Sig Sauer 9 mm chargé. Et dans la voiture, on a trouvé un calibre 45, une arme de combat. Bref, quand on a tout ça, c'est qu'on n'est pas clair. Les policiers découvrent également un autre élément intéressant. Dans le sac à main d'Erika, il y a les permis de conduire de Josh et Ginny. Un couple disparaît à la sortie d'une boîte de nuit. La police est encore incapable de déterminer s'il a été enlevé ou assassiné. Quelques jours plus tard, un autre couple sous l'emprise de la drogue est arrêté après avoir cambriolé un restaurant. La police découvre que sa voiture contient un véritable arsenal. 3 armes de poing de gros calibre. À première vue, ces deux affaires ne sont pas liées. Jusqu'à ce qu'un policier découvre dans le sac à main d'Erika Seyfried, la femme arrêtée, les permis de conduire de Joshua Ford et de Ginny Crutchley, le couple porté disparu. Ils ont tout de suite compris que c'était bien plus grave qu'une simple affaire de cambriolage. Interrogés par la police, Erika prétend qu'ils ont trouvé les permis et qu'ils n'ont jamais rencontré Josh et Ginny. Ils auraient effectivement pu les trouver sur la plage. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'une nouvelle identité parce qu'ils préparaient un coup. À l'arrière du véhicule des Seyfried, la police découvre des cagoules et des menottes. On peut imaginer qu'ils les avaient pris en otage et qu'ils les retenaient toujours captifs quelque part. La police a toutes les raisons d'orienter ses recherches à proximité de la location des Seyfried.
Leurs découvertes ont dépassé leurs attentes. Sur la table, à l'extérieur du salon, les enquêteurs découvrent 2 balles usagées. Les enquêteurs établissent très rapidement que BJ et Erica leur ont menti. Ils ont trouvé une pile de photos, il y en avait plein. Et sur le dessus de la pile, il y avait une photo de Ginny et Josh aux Secrets. Elle avait été prise aux Secrets la dernière nuit où ils ont été vus vivants. Sur l'une des photos prises par les Sifrites, on voit une bague sur la main de Josh Ford. Sur une autre photographie, prise 2 jours après la disparition de Josh et Ginny, Erica porte cette même bague sur une chaîne autour de son cou. Et au moment de son arrestation, la fameuse bague était dans son sac à main. Encore plus troublant, les Sifrites possèdent une clé d'un appartement de l'Atlantis, l'immeuble où Ginny et Josh avaient pris une location. Ils ont essayé la clé qui fonctionnait parfaitement. C'était la clé de l'appartement de Josh et Ginny. Les enquêteurs sont maintenant certains que les Sifrites sont impliqués dans la disparition de Ginny et Josh. Mais jusqu'à quel point? La dernière photographie du couple a été prise dans un club très prisé, le Secrets. Durant une séance d'identification, un chauffeur de bus reconnaît formellement Erica et BJ. Il les a vus discuter avec Ginny et Josh et les a déposés aux Secrets. Plusieurs témoins ont également vu les 2 couples quitter le club ensemble. Mais qu'est-il arrivé par la suite? Les enquêteurs décident alors de passer la salle de bain des Sifrites au peigne fin. Et là, ils découvrent un indice capital. J'ai remarqué une sorte de substance orange sur le carrelage. Et il y avait une traînée de cette substance le long de la cabine de douche. J'ai pensé que ça pouvait être du sang. Les enquêteurs ont retiré la bonde du lavabo et ont trouvé plusieurs types de cheveux, du sang et des tissus humains. Sous le lavabo, la police remarque un trou laissé par une balle. Elle a traversé le mur pour aller dans la chambre adjacente. Le trou de cette balle correspond au projectile retrouvé sur la table basse des Sifrites. Sur l'une des 2 balles, il y avait de la poussière, et sur l'autre, on voyait du sang dans les rainures. Sur la porte-fenêtre de la salle de bain, les techniciens de scène de crime relèvent une empreinte palmaire partielle. Les analyses du sang trouvé dans la salle de bain et sur la balle de 357, qui était sur la table des Sifrites, permettent d'établir un profil ADN. Les enquêteurs prélèvent des échantillons d'ADN sur les brosses à dents et cheveux de Josh et Ginny afin d'obtenir leur profil. La plupart des échantillons que nous avons analysés contenaient l'ADN de Josh Ford et de Ginny Crutchley. L'ADN sur la balle de 357 retrouvée chez les Sifrites est bien celui de Josh Ford. On pouvait donc en conclure que cette balle était dans le corps de Josh Ford et qu'elle en avait été retirée, comme si les Sifrites voulaient un trophée. Les corps demeuraient introuvables, mais nous avions la certitude que quelqu'un avait connu une mort atroce dans cette pièce. Les experts en balistique effectuent des tirs avec l'arme d'Erica pour comparer les balles à celles retrouvées dans l'appartement. Lorsqu'une balle à tête creuse entre en contact avec un tissu vivant, elle se déforme et champignonne. Beaucoup de gens pensent que cette expansion endommage la balle et peut compromettre une analyse balistique. Mais c'est tout simplement faux. Les 2 balles récupérées sur la table basse des Sifrites correspondaient à cette arme. En clair, elles avaient été tirées avec le 357 Magnum. Même fabriquée en série, chaque arme possède une signature qui lui est propre, car les rainures du canon laissent leur empreinte sur la balle. Le percuteur et l'éjecteur griffent la douille de manière caractéristique. Ainsi, quand une arme suspecte est retrouvée, on procède à des tirs dans un caisson sécurisé, puis on analyse balle et douille à l'aide d'un microscope de comparaison. Ce microscope, dit de Gravel, du nom de son inventeur, a révolutionné une discipline jusque-là empirique. En 1929, 7 membres du gang de George Moran
sont abattus de plusieurs rafales de pistolets mitrailleurs par de faux policiers. Ce meurtre, commandité par Al Capone, qu'on a appelé le massacre de la Saint-Valentin, fut le dernier épisode de la guerre des gangs de Chicago. Ce fut aussi l'une des premières démonstrations des progrès de la balistique. Grâce au double microscope de comparaison, l'expert Calvin Goddard identifia les projectiles comme ceux de mitraillettes Thompson, ce qui permit de disculper les services de police et de relier plus tard les armes aux hommes de main d'Al Capone. Dans notre affaire, les policiers sont parvenus à établir que les balles retrouvées dans l'appartement des Seyfried avaient été tirées avec un revolver de calibre 357 Magnum qui leur appartenait. La bague de Josh qu'Erika portait autour du cou présente également des traces de sang. Les analyses ADN permettent d'établir qu'il s'agit du sang de Josh. Confrontée aux preuves, Erika Seyfried accepte de passer un accord avec le procureur. Elle accepte de conduire la police là où se trouvent les corps de Josh et Ginny et de témoigner contre son mari en échange d'une remise de peine. Elle avoue aux enquêteurs qu'ils ont démembré les corps de leurs victimes avant de les jeter dans une benne à ordures du Delaware, à 15 km de là. La police ne s'attendait pas à tant de coopération. Le Delaware a un système particulier de traitement des déchets. Chaque benne est déversée à un endroit précis de la décharge. 8 jours après la disparition de Ginny et Josh, la police retrouve les restes de leur corps démembrés. La balle qui a traversé le corps de Josh a été tirée par l'arme d'Erika Seyfried. Et l'empreinte palmaire relevée sur la fenêtre de la salle de bain des Seyfried est celle de Josh. Josh Ford et Ginny Crutchley ont été choisis au hasard par un couple pour qui violer les lois était devenu une quête obsessionnelle. Erika et BJ Seyfried se retrouvaient dans cette folie criminelle. Mais alors que la police pense que cette affaire est résolue, Erika Seyfried fait d'autres révélations que les enquêteurs ont bien du mal à croire. Je pense qu'elle avait un côté sombre, diabolique, tout comme lui. Entre eux, le mélange était explosif. L'un était l'allumette, l'autre la mèche. L'accusation passe un accord avec Erika Seyfried. Si elle leur dit la vérité sur ce qui est arrivé à Ginny Crutchley et Josh Ford, elle pourra bénéficier d'une remise de peine. Et pour cela, Erika Seyfried doit passer au détecteur de mensonges. Elle prétend d'abord qu'elle n'a rien à voir avec les meurtres et qu'elle n'a fait qu'aider Benjamin à transporter les corps, avant de donner ensuite une autre version des faits. Juste avant le test, elle a reconnu qu'elle était plus impliquée dans les meurtres que ce qu'elle nous avait dit. Elle a admis avoir poignardé Ginny. Erika apprend également à la police que le tatouage sur sa hanche a une signification particulière. Après avoir tué Ginny Crutchley, elle est allée se faire tatouer la hanche, là où elle l'avait poignardée. Elle voulait pouvoir se souvenir de cette nuit-là toute sa vie. Elle était impliquée dans cette affaire du début à la fin. Elle a reconnu avoir organisé les meurtres. À partir de là, c'était impossible de donner suite à notre accord. BJ et Erika Seyfried sont inculpés de meurtre avec préméditation. Les époux finissent par s'accuser mutuellement. Alors que le procès approche, la police cherche toujours le mobile de ce double homicide. Nous pensons que ces meurtres ont été commis uniquement pour le plaisir de tuer, juste pour éprouver le frisson de tuer quelqu'un. Nous en sommes arrivés à la conclusion que c'était la seule raison. Le couple possède un magasin de scrapbooking près d'un centre commercial d'Altoona, en Pennsylvanie. Le scrapbooking, c'est un loisir qui consiste à transformer de banales photos en œuvres graphiques originales. Alors pour les personnaliser, les rehausser de traits et de couleurs, on utilise du matériel traditionnel, papier, colle, crayon de couleur, autocollant ou motifs préimprimés. Mais comment un couple se livrant à ce commerce pacifique a-t-il pu basculer dans la barbarie ?
Selon Erika, le couple n'avait que très peu de rapports sexuels. Elle m'a dit que son mari fantasmait sur des braquages et des situations à risque. C'est ce qui le faisait vibrer. Ils ont commencé à s'attaquer à des magasins qui se trouvaient à proximité du leur. Mais ils se sont vite lassés. Ils voulaient passer à la vitesse supérieure. Ils voulaient le grand frisson. C'était un couple plus qu'étrange, ça c'est certain. La police pense que les Seyfried étaient en quête de sensations fortes lorsqu'ils ont croisé Ginny et Josh aux Secrets. Au bout d'un moment, les deux couples décident de repartir ensemble pour l'appartement des Seyfried. Au programme de leur soirée, boire, discuter et profiter du jacuzzi. Mais les Seyfried ont décidé de jouer avec le couple. Erika prétend qu'elle a perdu son sac avec des bijoux de grande valeur à l'intérieur. Vous auriez pas vu un petit sac noir, il est forcément par là. Et elle demande à Ginny et Josh de l'aider à le chercher. Mais les Seyfried étaient les seuls à connaître les règles du jeu. Non, je ne sais pas, mais aidez-moi à le retrouver. Si Ginny et Josh retrouvent le sac, ils auront le droit de vivre. S'ils échouent, ils paieront le prix de cet échec. Je l'ai pas sorti, il s'est quand même pas envolé. Ginny et Josh ne parviennent pas à retrouver le sac d'Erika. BJ les accuse alors de l'avoir volé. Ils ont dû le prendre. Quoi? Vous l'avez volé. Calmez-vous. Où il est? On l'a pas. Prouve-le, à poil. T'es sérieux? Tout de suite. Vite, la ferme. Mais on l'a pas, ok? Ginny et Josh se réfugient dans la salle de bain et ferment la porte à clé. Ils essaient de s'enfuir par la fenêtre où Josh laissera une empreinte palmaire. Ouvre la porte, Josh. D'après les preuves recueillies, 4 balles ont été tirées. Les 2 premières traversent la porte et touchent Josh au torse. Selon Erika, BJ a tiré la 3e dans la tête de Josh. La police pense qu'Erika a ensuite tiré sur Ginny, mais l'a manqué. Peut-être pour mettre encore plus de piment à leur petit jeu cruel. Le projectile a traversé le mur pour se loger dans la chambre adjacente. Erika avoue aux enquêteurs que c'est elle qui a poignardé Ginny. Plus tard, Erika revient avec des chiffons et du détergent pour essayer de nettoyer la scène de crime. Elle affirme que quand elle est arrivée, BJ était dans le jacuzzi avec les têtes des 2 victimes. Elle affirme également que son mari a récupéré la balle dans la tête de Josh pour la garder en guise de trophée. Durant les 24 heures qui suivent, les Seyfried démembrent les 2 corps, puis ils les mettent dans des sacs poubelles, avant de les déposer dans différentes bennes du Delaware. Ils se rendent aussi dans un grand magasin pour acheter une nouvelle porte de salle de bain et d'autres produits détergents pour effacer toute trace de ce qui s'est passé. Les Seyfried reprennent ensuite leur petite vie, comme si de rien n'était. Ils passaient leur journée à boire, à s'amuser, à jouer au mini-golf. Personne n'aurait pu suspecter que c'était des monstres. Erika portait la bague de Josh en trophée et conservait leur permis de conduire dans son sac. Les Seyfried ont aussi conservé 2 des balles utilisées lors de la tuerie. Je n'ai jamais vu une affaire pareille où des gens tuent un couple pour connaître des sensations fortes. Ces gens ne leur avaient rien fait. Ils ont simplement été choisis au hasard. Sans les preuves médico-légales, personne n'aurait cru à cette histoire. Même quand on nettoie la scène de crime, on ne peut jamais tout effacer. Il restait du sang, il suffisait juste de le chercher. Erika et BJ ne sont pas jugés ensemble. La ligne de défense d'Erika était « c'est pas moi, c'est lui » et lui pareil. En l'absence de preuves matérielles contre lui, et dans la mesure où c'est l'arme d'Erika qui a été utilisée pour tuer Josh Ford, BJ Seyfried n'est inculpé que d'un seul meurtre. Il est condamné à 38 ans de prison. Erika Seyfried est inculpée pour les 2 meurtres et condamnée à la prison à perpétuité.
Elle avait l'arme en sa possession, les permis de conduire des victimes dans son sac. Erika gardait tous ses souvenirs avec elle, sur elle, dans son sac à main. Encore aujourd'hui, cette histoire me fait toujours froid dans le dos. C'était la première fois que j'étais confronté à une affaire pareille, et j'espère que ce sera la dernière de ma carrière. Sans les preuves médico-légales, il aurait été très difficile d'obtenir une condamnation pour meurtre avec préméditation, et même de les faire condamner tout court. C'était faisable, mais ça aurait été bien plus compliqué. Cette affaire nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, car elle illustre l'horreur que peut inspirer un acte barbare parfaitement gratuit. Benjamin et Erika Seyfried n'ont en effet pas supprimé un couple innocent par appât du gain, ni en état de légitime défense, et aucun contentieux de quelque ordre que ce soit ne les opposait à ceux qu'ils avaient prémédité d'agresser. Les Seyfried ont tendu un traquenard à des inconnus rencontrés dans une boîte de nuit. Après avoir gagné leur confiance, ils les ont attirés chez eux dans le seul but de prendre plaisir à les massacrer, puis à dépecer leur corps. Cet engrenage terrifiant dépasse l'entendement. Lors du procès, les époux Seyfried se sont mutuellement accusés, renvoyant sur l'autre la responsabilité du double meurtre. Et leurs familles respectives ont eu beau jeu de reprendre cet argument. Selon le père d'Erika, sa fille aurait poursuivi de brillantes études de droit si elle n'était pas tombée sous l'emprise maléfique de son mari. D'ailleurs, ce dernier ne l'avait-il pas forcée à avorter alors qu'elle était enceinte de 4 mois? Et ne lui avait-il pas demandé 2 semaines avant les crimes de massacrer sa propre famille? La mère de Benjamin Seyfried a naturellement plaidé en faveur de son fils. Ne faisait-il pas partie de l'élite des commandos de marine avant de subir l'influence pernicieuse de sa femme, consommatrice de cocaïne et d'ecstasy? Laissons là, si vous le voulez bien, cette polémique par famille interposée. Elle est stérile et n'atténue en rien la responsabilité des assassins. Une chose demeure. Au lieu de se neutraliser en vivant ensemble, les époux ont additionné le potentiel destructeur qu'ils portaient en eux. Une petite fille assiste, terrorisée, à l'intrusion d'un homme dans sa maison. Pour obliger sa mère à se soumettre à ses désirs pervers, il frappe sa fille sauvagement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Parviendra-t-elle à survivre à ses blessures et sera-t-elle capable de reconnaître le meurtrier de sa mère? Dans ce cas, elle se retrouvera doublement victime, puisque, après avoir été agressée, elle deviendra à son tour la cible de l'assassin qui essaiera de l'empêcher de témoigner. L'affaire que je vais vous raconter maintenant est dans ce sens doublement terrifiante. Mike Odom fait la connaissance de Cathy Martin au lycée. Ils sortent un moment ensemble, puis décident de se marier. Mais avant le mariage, Mike est arrêté pour trafic de drogue, une erreur de jeunesse qui l'envoie derrière les barreaux pendant 2 ans. Je me souviens que lorsqu'il était en prison, Cathy avait décidé d'attendre qu'il soit libéré pour reprendre leur relation, ce qu'elle a fait. Peu après sa sortie de prison, Mike et Cathy se marient. Ils ont 2 enfants, Tasha et Sean. Le père de Cathy propose même à Mike de l'engager dans son entreprise d'enseigne publicitaire. Cathy faisait de son mieux pour que leur mariage fonctionne. Tout va pour le mieux, jusqu'à ce qu'un soir, Mike ne parvienne pas à joindre Cathy. Celle-ci a pourtant dit qu'elle resterait à la maison avec les 2 enfants. Cathy ne répond pas au téléphone. Mike décide alors d'appeler le voisin et lui demande d'aller voir ce qu'il se passe. Le voisin est allé voir, il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il a regardé par la fenêtre et je crois que la télé était allumée. Il y avait quelque chose d'anormal. Mais au lieu d'appeler la police, le voisin part directement chercher de l'aide en ville. Un officier de police et lui reviennent ensemble au domicile des Odom. L'officier entre dans la maison. La porte n'est pas fermée. À l'intérieur, il découvre la petite Tasha, 4 ans, inconsciente sur le canapé du salon après avoir été battue. Mais elle respire encore. Sean, 2 mois, est dans la pièce d'à côté. Il n'est pas blessé.
Dans une autre pièce, il découvre le corps de Kathy Odom gisant sur le sol. Elle est nue et baigne dans son sang. Elle a été poignardée à mort. L'ambulance transporte d'urgence la petite Tasha à l'hôpital. Lorsque le père de Kathy arrive sur les lieux, la police ne lui donne que peu d'informations sur le drame qui vient de se produire. Je lui ai demandé où étaient les enfants et il m'a répondu qu'on les avait emmenés à l'hôpital. Et il a ajouté que je ferais bien de m'y rendre moi aussi pour voir si tout allait bien. Frank m'a décrit le sentiment effroyable qu'il a ressenti en levant les yeux vers l'écran de la télé dans la salle d'attente de l'hôpital. C'est comme ça qu'il a appris le meurtre de sa fille. Je n'étais pas encore au courant. Quand j'ai vu ça, je suis sorti de l'hôpital, je me suis assis et j'ai pleuré pendant un long moment. Puis peu à peu, j'ai retrouvé mes esprits. Je ne suis pas retourné à la maison ce soir-là. C'était bizarre. Lorsque Mike Odom arrive, la police l'observe attentivement. Mike Odom, le mari, est arrivé. Il portait un jean et un t-shirt bleu. L'un des enquêteurs a remarqué qu'il y avait des taches sur son t-shirt. Est-ce que c'était du sang ou autre chose? La police procède à la fouille de la maison et retrouve des traces de sang dans la salle de bain. Ce qui veut dire que le tueur a tout nettoyé avant de quitter les lieux. Mais la police ne trouve aucune trace d'effraction. À l'exception de la porte d'entrée, toutes les portes sont fermées à clé. Kathy connaissait probablement son meurtrier. L'autopsie révèle que Kathy Odom a été poignardée à 19 reprises et agressée sexuellement. Il s'agit d'un crime passionnel. Le tueur connaissait la victime. Si ce n'était pas le cas, pourquoi aurait-il jugé nécessaire de la poignarder à 16 reprises et de l'égorger 3 fois? La disposition des vêtements de Kathy leur en apprend un peu plus sur le déroulement des faits. Elle les a enlevés, puis les a soigneusement pliés. Ils n'ont pas été arrachés. Elle s'est déshabillée de son plein gré. La police pense que l'assassin s'en est pris à la fille de Kathy, Tasha, pour l'obliger à faire ce qu'il voulait. Tout d'abord, ça lui a permis de faire taire Tasha. Ensuite, cela a convaincu Kathy qu'il ne plaisantait pas et qu'elle avait intérêt à lui obéir. Le tueur semble s'être servi du fil d'une lampe pour attacher les poignets de Kathy avant de la violer. Ce n'est qu'ensuite qu'il l'a poignardée à mort. Elle est morte en essayant de se protéger et de sauver ses enfants. La famille a bien du mal à faire le deuil de Kathy, mais le plus important maintenant, c'est bien entendu que la petite Tasha s'en sorte. Tasha était sous perfusion. Elle était dans le coma. Elle avait été sévèrement battue. Alors que les médecins tentent de sauver Tasha, la police interroge son père. Il était totalement bouleversé. Mais certaines personnes sur la scène de crime ont jugé qu'il fallait qu'on pousse nos investigations un peu plus loin. Bizarrement, Mike Odom n'est pas rentré chez lui directement après son travail le soir du meurtre. Il est sorti avec des amis. C'est la raison pour laquelle il a appelé sa femme, pour la prévenir qu'il rentrerait plus tard que prévu. On a déjà vu des affaires où quelqu'un orchestrait un meurtre de A à Z sans pour autant se trouver sur les lieux. Et pour se forger un alibi, il appelle quelqu'un pour lui demander de vérifier si sa femme va bien. Nos soupçons se portent toujours sur le mari jusqu'à ce qu'il soit totalement mis hors de cause. Lors de l'interrogatoire, la police remarque des taches sur le t-shirt de Mike. On l'envoie immédiatement au laboratoire pour analyse. La police retrouve d'autres taches suspectes sur les tapis de sol de la voiture de Tim Robinson, le voisin qui a contacté la police. On a saisi les tapis de sol, puis on les a envoyés au labo pour analyse. Le médecin légiste établit l'heure de la mort de Kathy, environ 6 heures avant que son corps ne soit découvert. Elle est donc décédée aux alentours de 13 heures. Mike Odom et son voisin Tim Robinson affirment qu'ils étaient sur leur lieu de travail à cette heure-là. Alors que les enquêteurs vérifient leurs alibis, un nouveau témoin apparaît subitement. Il s'agit en réalité de Tasha Odom, qui est sortie du coma et qui se souvient de la venue d'un homme dans la maison, le soir du meurtre. Aux États-Unis, il existe depuis 1970 3 programmes de protection des témoins. Le premier assure leur sécurité avant et après leur déposition au cours du procès. Le second
qui émane du département de la justice, se charge de leur fournir une nouvelle identité, un logement et des moyens de subsistance dans un État éloigné. Le troisième, le Bureau fédéral des prisons, protège les témoins incarcérés. Dans notre affaire, Tasha, la fillette de 4 ans, a assisté au meurtre de sa mère avant d'être frappée et plongée dans le coma. Son père, Mike Odom, et Tim Robinson, son voisin, sont-ils impliqués dans le drame? Tandis que les enquêteurs vérifient leurs alibis, Tasha reprend conscience. Mais sera-t-elle capable de reconnaître son agresseur? Et si elle y parvenait, osera-t-elle révéler son nom? Enfin, si elle était menacée compte tenu de son âge, pourra-t-elle bénéficier d'un programme de protection des témoins? Tasha s'est souvenu que l'homme lui avait caressé les cheveux. Cela indique clairement que ce n'était pas la première fois qu'il la voyait. Puis elle a ajouté « Il avait les cheveux jaunes comme toi, mamie, de la même couleur que toi. » Ni Mike Odom ni Tim Robinson n'ont les cheveux blonds. Mais c'est le seul détail dont se souvient Tasha. On n'avait rien, c'était le trou noir. Elle ne se rappelait rien. Les résultats des analyses révèlent que les taches dans la voiture de Tim Robinson sont tout simplement de l'huile de moteur. Problème, les taches relevées sur le t-shirt de Mike Odom sont des taches de peinture. De plus, des collègues confirment l'alibi des deux hommes qui se sont soumis au détecteur de mensonges avec succès. S'ils n'ont rien à voir avec l'affaire, mieux vaut les éliminer de la liste des suspects aussi vite que possible pour se concentrer sur les autres. Et dans cette affaire, un nom est sur toutes les lèvres dans l'entourage de Cathy, son beau-frère Greg Marquardt. Tout le monde savait qu'il y avait beaucoup de tension entre eux. Lui était complètement obnubilé par elle et il ne s'était pas gêné pour lui faire des avances. Non seulement elle trouvait ça particulièrement déplacé, mais pire, elle avait même peur de lui. Qui plus est, de nombreuses preuves viennent confirmer sa présence dans la maison. Ils ont trouvé ses empreintes et ses cheveux. Seul problème, Greg Marquardt fait partie de la famille et il rend régulièrement visite à sa belle-sœur. Les empreintes ne sont donc pas une preuve tangible. Le seul témoin du meurtre de Cathy Odom est sa fille de 4 ans, Tasha, mais elle a subi un grave traumatisme à la tête. Elle avait le visage complètement tuméfié. Apparemment, il lui avait mis plusieurs coups de poing. Après 2 jours de coma, Tasha se réveille. Mais avant de sortir de l'hôpital, son oncle Greg lui rend visite. Une visite que la grand-mère de Tasha n'oubliera jamais. Salut Tasha. Comment ça va? Bonjour, Greg. Comment va-t-elle? Mieux. Tiens, c'est pour toi. Quand Tasha a vu Greg, elle m'a regardée et elle avait l'air terrifiée. La police demande à la petite fille si c'est son oncle qui est venu chez elle le jour du meurtre. Malheureusement, elle ne s'en souvient pas. Ils ont essayé différentes méthodes pour tenter de lui faire retrouver la mémoire. Ils ont même été jusqu'à l'hypnose dans l'espoir que des bribes de souvenirs reviennent. Elle avait subi un tel choc qu'elle avait complètement occulté tout ça. Tasha, la fille de la victime, est sortie du coma. Mais la plupart de ses souvenirs se sont effacés de sa mémoire. Pour tenter de l'aider à se remémorer la scène de crime, un médecin la soumet à une séance d'hypnose. Utilisée dès la fin du XIXe siècle à des fins thérapeutiques, l'hypnose est une méthode qui consiste à court-circuiter les processus mentaux habituels pour permettre aux praticiens d'atteindre plus facilement les zones de l'inconscient. Il existe 2 approches pour plonger un patient en état d'hypnose. La première est basée sur la suggestion. La personne, face à l'hypnotiseur, subit des injonctions verbales, visuelles et corporelles. La seconde sollicite sa participation active. Appliquée à l'enquête criminelle, l'hypnose donne des résultats souvent probants. Mais cette méthode sera-t-elle efficace appliquée à une fillette de 4 ans? Greg Marquardt, 35 ans, est marié à Shelley, la sœur de Cathy, depuis 4 ans.
Shelley et Greg ont déjà fait de la prison pour une affaire de drogue. Ce genre d'affaire était très courant dans les années 80. En fait, c'est justement à cause de Greg que Cathy a décidé de déménager. L'homme lui faisait régulièrement des avances. Elle avait peur de lui, peur de se retrouver un jour seule avec lui. Bien qu'il ait essuyé plusieurs refus, Greg affiche ouvertement son attirance pour Cathy, et plus particulièrement pour une partie bien précise de son anatomie. Il était obsédé par son ventre. C'était très étrange d'ailleurs. Comment peut-on être obsédé par le ventre de quelqu'un? Cette fixation pour son ventre prend une telle ampleur que Cathy en parle même à ses amis. Cathy leur a dit « Je ne comprends pas, il fait une fixation sur mon ventre. Tout ce qui l'intéresse, c'est de coucher avec moi. » J'avais déjà entendu parler de fétichistes des pieds ou des mains, mais c'était la première fois que j'entendais parler d'un fétichiste du ventre. Et justement, Cathy a été poignardée au ventre à de nombreuses reprises. Il s'agissait de blessures très profondes. Lors de son interrogatoire, Mark Ward nie toute implication dans le meurtre et il n'a rien à leur dire. À un moment, pendant l'interrogatoire, il a dit tout simplement « Excusez-moi, je dois aller remettre de l'argent dans le parc-mètre. » Il s'est levé, il est sorti et il n'est jamais revenu. La femme de Greg, Shelley, qui est également la sœur de la victime, explique que celui-ci l'a conduite à l'école à 10h30 le jour du meurtre, puis il est revenu la chercher à 14h30. 4 heures pendant lesquelles il aurait eu largement le temps de commettre son meurtre et de tout nettoyer avant d'aller chercher sa femme. Si je devais faire une description de Shelley, je dirais que c'était une femme totalement dépendante. Elle était sous l'emprise totale de Greg Marquardt, son mari. D'après ce que je sais, c'est lui qui l'avait rendu accro à l'héroïne. Et ça, c'est la pire des choses qu'un être humain puisse faire subir à un autre. L'analyse de la scène de crime n'apporte pas grand-chose. Si les empreintes de Greg sont effectivement présentes un peu partout à l'intérieur, c'est également le cas pour les autres membres de la famille. C'était son beau-frère et il était déjà allé chez elle avant le meurtre. Il était donc normal qu'il y ait ses empreintes et ses cheveux à l'intérieur. Bien que la victime ait été violée, les faits interviennent bien avant l'utilisation systématique de l'ADN dans ce genre d'affaires. À l'époque, dans les années 80, on utilisait la sérologie. En résumé, on recherchait uniquement le groupe sanguin. Mais pour cela, il nous fallait un échantillon important de sang et on n'obtenait rien de plus que le groupe sanguin. Le groupe sanguin déterminé grâce à l'échantillon du kit de viol est le même que celui de Greg Marquardt. Il était de type O, comme à peu près 50% de la population. On n'était pas plus avancé. Faute de preuves, la police est obligée de classer l'affaire. On a inhumé Cathy et le temps a commencé à faire son travail. J'allais très régulièrement sur la tombe de ma fille, toujours avec cette même question en tête. Qui avait pu faire une chose pareille? On dit souvent que si on ne résout pas une affaire dans le mois qui suit les faits, les pistes se refroidissent et ça devient quasiment impossible. Si Greg et Shelley Marquardt reprennent peu à peu le cours de leur vie, le père de Cathy a beaucoup de mal à reprendre pied. D'abord, il doit surmonter la mort de sa fille qui a été assassinée. Ensuite, il doit continuer à vivre avec l'intime conviction que l'homme qui en est responsable est marié à sa deuxième fille. Comment peut-on endurer tout ça? 11 ans se sont écoulés depuis la mort de Cathy. Et la police bénéficie enfin de tests ADN suffisamment fiables pour obtenir un profil génétique à partir des preuves biologiques récoltées sur le kit de viol. Mais lorsque la police compare ce profil à celui de Greg, les résultats ne sont pas concluants à 100%. Ils indiquent néanmoins que celui-ci figure parmi les 2% de la population susceptible de correspondre. Quand les résultats sont tombés, j'étais sûr qu'on le tenait. Mais Greg a réponse à tout. Il affirme que Cathy et lui avaient une liaison et qu'il était avec elle le matin du meurtre. Mais il précise bien qu'elle était encore en vie lorsqu'il est parti. Il n'a pas été arrêté à ce moment-là parce que le procureur à qui on avait parlé pensait qu'on n'avait pas assez de preuves dans le dossier pour le faire condamner. Lui prétendait qu'ils avaient une liaison.
qu'ils avaient des rapports sexuels consentis. Ils devaient prouver que Greg était présent sur les lieux du crime ce jour-là et surtout qu'il était venu pour la tuer. La question est, comment faire? 4 ans se sont écoulés depuis que les tests ADN ont révélé que Greg Marquardt figurait parmi les 2% de la population susceptible d'avoir commis le viol puis le meurtre de Cathy Odom. Mais les enquêteurs ne savent toujours pas comment contrer l'argument de Greg, qui affirme avoir eu une liaison avec la victime au moment des faits. Depuis le début, il travaille avec Catherine Long à Orkill-Selmark, un laboratoire privé de médecine légale dans la ville de Dallas. Le père de Catherine Long était le chef de la police d'El Paso au Texas. Elle a donc une vision légèrement différente de celle des autres analystes. Le laboratoire Selmark effectue des expériences inhabituelles à cette époque. En résumé, on était tout simplement en train de s'étrangler mutuellement. Bien entendu, ils ne font pas ça pour s'amuser, mais dans le cadre de leurs recherches. Ils tentent de déterminer si oui ou non un homme dépose des cellules de peau sur sa victime pendant qu'il l'étrangle. On effectuait des prélèvements sur le cou de celui qui jouait la victime et sur les mains de l'étrangleur. Ils se rendent alors compte qu'il y a un important transfert de cellules. Il y en avait beaucoup en fait. Les enquêteurs doivent alors trouver quelque chose susceptible de contenir les fragments de peau de l'assassin dans la liste des indices relevés lors du meurtre de Cathy. Ils s'intéressent donc au fil de la lampe utilisé pour attacher les mains de la victime. Partout où on va, on laisse des traces de notre passage. Ça peut être des cellules épithéliales, un follicule pileux ou une empreinte. La technique consistant à prélever des traces biologiques susceptibles de contenir l'ADN d'un suspect n'a pas cessé de se perfectionner depuis 1985, date de son application dans les enquêtes criminelles. Si au début, seules les taches de sang étaient analysées, les méthodes d'amplification et de duplication automatisée des cellules permettent aujourd'hui aux experts biologistes de travailler à partir d'échantillons parfois minuscules de matières biologiques les plus diverses. Poils, cheveux, salive, sueur, sperme, flux divers, moelle osseuse. Dans notre affaire, les policiers espèrent que le meurtrier a laissé quelques cellules de peau sur le fil électrique qu'il a utilisé pour entraver les mains de la victime. Mais dans cette hypothèse, livreront-elles leur secret 15 ans après le crime ? Le sac en papier permet une meilleure respirabilité. S'il y a de la moisissure sur un objet, elle va sécher. Et cela prolonge la durée de vie de l'ADN. L'ADN a été préservé plus longtemps que dans un sac en plastique. Le fil est couvert de sang, ce qui facilite grandement la tâche des techniciens. Ils n'ont plus qu'à appliquer un coton-tige sur le fil pour récupérer les cellules de peau présentes dans le sang. Les tests mettent au jour 2 profils génétiques distincts. Le premier est celui de Cathy. Le deuxième est celui de Greg Marquardt. Seule explication à la présence de son ADN sur le fil électrique ensanglanté, c'est bien lui, le meurtrier. Il est donc arrêté et mis en examen pour le meurtre de Cathy Odom. Pendant sa détention, Marquardt raconte en détail son effroyable meurtre à son codétenu. Ce jour-là, il était sous héroïne. J'étais dans le coin, je peux entrer? Bien sûr, entre. À peine entré dans la maison, il fait aussitôt des avances à Cathy, qui le repousse une première fois. Arrête. Tu crois vraiment que... Arrête, je te dis. Alors, pour lui forcer la main, il frappe la petite Tasha au visage à plusieurs reprises, en la laissant pour morte. Mais Greg ne s'arrête pas là. Il menace également la jeune femme de s'en prendre au bébé, Sean, qui dort dans la pièce d'à côté. Alors, pour sauver son bébé, Cathy s'exécute. Déshabille-toi! Dépêche-toi! Greg prend un couteau dans la cuisine pour couper le fil de la lampe, puis lui attache les mains. Au passage, il laisse son ADN sur le fil. Après l'avoir sauvagement violée, il la tue à coups de couteau.
Il va ensuite se nettoyer dans la salle de bain et enfile les vêtements du mari de Cathy afin de ne pas laisser de traces de sang dans sa voiture. À ce moment-là, il est loin de se douter que la science allait permettre de le confondre 15 ans après le meurtre. Merci mon Dieu, justice a été rendue. On ne sait pas comment ce sera dans 10 ou 20 ans, mais il est clair que la science aura encore progressé. C'est fabuleux. Face à de telles preuves, Greg Marquardt plaide coupable du meurtre de Cathy Odom. Il est condamné à 45 ans de prison. Mais au bout de 4 ans de détention, il décède d'un cancer du foie. Il avait 56 ans. Vous savez ce que je pense? C'est qu'il a bien mérité cette fin. Aujourd'hui, Tasha Odom vit heureuse en ménage. Elle ne garde aucune séquelle de l'agression qui a failli lui coûter la vie. La famille pleure toujours la mort de Cathy, mais ne peut être que reconnaissante envers les experts médico-légaux qui ont su trouver des preuves là où personne n'en voyait. Pour résoudre une enquête, on s'appuie sur la science, bien entendu. Mais il faut également de la chance. Et par chance, ils avaient ce fil électrique. Par chance, il avait été conservé dans un sac en papier. Ça ne nous ramènera pas Cathy. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais en tant que mère et je n'oublierai jamais en tant que fille et complice. C'est dur de perdre un enfant, mais je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est le genre d'affaire qui fait un peu notre fierté. On était tous très contents d'avoir finalement pu la résoudre au bout de tant d'années. Mais aussi soulagés que Greg ait été reconnu coupable de meurtre par les jurés. Malheureusement, il en reste encore beaucoup d'autres qui ne sont pas résolus. Greg Marquardt a plaidé coupable du viol et du meurtre de Cathy Odom, sa belle-sœur. Il a été condamné à purger une peine de 45 ans de prison. Mais pour tenter de comprendre les liens obscurs qui s'étaient tissés entre les membres de cette famille, eh bien, j'ai entrepris des recherches dans les archives de la police américaine. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Marquardt avait épousé en premières noces la sœur de Mike Odom. Il fut donc à 2 reprises et à titres différents le beau-frère du mari de sa future victime. Ce détail ne s'invente pas. Avant que Greg et Shelley Marquardt ne sombrent dans la drogue et ne soient condamnés à 2 ans de prison, les liens qui les unissaient à Mike et Cathy Odom semblaient indéfectibles. Et puis, Marquardt a peu à peu nourri une passion obsédante et morbide à l'égard de sa belle-sœur, son désir malsain se cristallisant sur son ventre, ce qui explique, sans doute, qu'il l'ait lardée de 19 coups de couteau dans l'estomac. Les psychologues connaissent bien les dérives fétichistes monomaniaques qui animent parfois les tueurs en série. Ainsi en fut-il de Walker Ecker, un chauffeur routier allemand. Soupçonné d'avoir commis 19 meurtres en France, en Allemagne et en Espagne entre 1974 et 2006, il fut arrêté et avoua 6 d'entre eux, dont 5 de prostituées. Attiré jusqu'à l'obsession par les jeunes femmes blondes et minces, il photographiait les cadavres de ses victimes avec un appareil à développement instantané et conservait des mèches de leurs cheveux. Selon les experts psychiatres, davantage qu'éprouver du plaisir sexuel, le prédateur retire de cette démarche un sentiment de toute puissance. Il s'arroge un droit de vie et de mort sur les femmes qui ont le malheur de tomber entre ses mains. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et de nous être fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode, bien sûr, des Enquêtes Impossibles.